on est écrivain, on vient de partout pour devenir écrivain. Les médecins sont écrivains, les ingénieurs, les paysans, des autodidactes, des gens qui ont fait des études de littérature, d'autres qui ont fait des études de physique. De toutes les sphères de la vie, on arrive un jour à devenir écrivain parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du désir d'aller vers la littérature. Et à ce moment-là, ça devient un métier. Ce n'est pas une passion, la littérature. C'est un métier et c'est un déchirement aussi. C'est une mise à nu. Aller vers la littérature, écrire, c'est accepter de se mettre à nu et d'être totalement vulnérable. Parce que de toutes les manières, nous sommes vulnérables. Mais l'écrivain encore plus parce qu'il fait un pas. Alors chaque texte que j'écris dans la joie et dans la douleur. La joie parce que c'est fantastique d'écrire. Excusez-moi de dire ça, mais pour moi c'est quelque chose d'assez miraculeux. Pour moi tout est miracle, c'est-à-dire la vie est un miracle. Ce matin quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit le miracle s'est accompli. Pour moi il n'y a pas d'autre miracle, c'est celui-là, être vivant. Et donc, quand j'écris, c'est une joie, c'est un bonheur, mais en même temps c'est une douleur parce qu'il faut aller au plus loin de cette fragilité. Hein, l'écrivain travaille sur un chemin de crête. Il est là, il peut glisser de ce côté de la colline ou de l'autre, et il est là, comme un somnambule en train de marcher, et parce qu'il va vers l'indicible, ce qui ne se dit pas, ce qui ne se voit pas. Comme un artiste peintre, comme un musicien, comme l'art, c'est cela. C'est cette possibilité, c'est l'ultime barrage, disait Lacan, contre l'horreur fondamentale. L'horreur fondamentale, on sait ce que c'est le crime. Donc l'écrivain, c'est ça, et donc c'est douloureux pour lui d'aller. Pour moi, c'est une douleur aussi. Et chaque fois, je me rends compte qu'au fil de mes textes, au fil de mes livres, je vais encore plus loin et chaque fois donc, je me sens encore plus fragile, mais en même temps, je reprendrai une phrase de mon ami qui vient de décéder, Michel Lebris, écrivain et directeur du Festival Étonnant Voyageurs. Nous sommes plus grands que nous. Et ça, je le constate. Je me sens plus grand que moi-même, en même temps que je sens ma fragilité, et ça me remplit. Chaque fois que j'écris un texte, ce texte-là m'a coûté, celui-ci m'a coûté, les autres qui vont venir, les autres qui sont passés m'ont coûté chacun à chaque fois. On va suivre un petit peu. Alors ça, c'est le livre d'Amret, c'est le dernier publié, le dernier en date. J'en ai apporté quelques exemplaires, si vous voulez, après le lire et avoir une dédicace. Alors, le livre d'Amret, c'est un roman d'apprentissage. En fait, hein, c'est l'histoire d'un enfant, Amret, et de sa vie ensuite, enfant avant la guerre d'Algérie, en Algérie, et puis... C'est de pas mentionner. C'est pas marqué, mais on peut le... Voilà. Hein, et on va voir son parcours dans son pays, donc on ne sait pas si c'est l'Algérie, mais son pays qui est confronté à la guerre d'indépendance, puis après tous les soubresauts politiques. Et c'est aussi un roman où on entend plusieurs voix, et il est polyphonique. On croise des personnages qui te sont vraiment très très chers, comme Abdelkader, ou comme Augustin, Saint-Augustin. Et voilà un petit passage du roman. Amret est avec sa maman. Il est venu revoir sa maman. Elle lui dit « Ne t'inquiète pas, mon fils. Pourquoi es-tu venu ?»« Maman, j'avais envie de te voir. »« Tes sœurs me disent que tu appelles de temps en temps. Cela me suffit. Inutile de te déranger ainsi. Il faut rentrer chez toi. » Je me suis allongé à même le sol et j'ai posé ma tête sur sa cuisse. Elle a mis sa main dans mes cheveux. C'est la seule femme au monde qui peut mettre sa main dans mes cheveux. C'est ici, chez moi, là où tu es. Je suis parti depuis longtemps, mais ma place est ici. Non, mon fils. Chez toi, c'est là-bas. Rentre chez toi. Ici, il tue. Il n'y a plus de miséricorde. Sa main dans mes cheveux, elle reprend de sa voix douce.
Le monde a changé, mon fils. Rien n'est plus comme avant. Je comprends que les choses évoluent, mais pas ainsi, pas au point où le frère tue le frère. Que Dieu nous garde. Tu as des problèmes avec les autres? Tu parles de qui, maman? Les autres, ceux qui tuent. On m'a dit qu'ils tuent tous ceux qui ont fait des études. Toi aussi, tu as fait des études. J'ai peur pour toi. Ils n'ont aucun respect de la vie. Je t'ai mis au monde pour vivre, non pour périr par les mains de ces criminels sans foi ni loi. Ne t'inquiète pas, maman. Personne ne me connaît ici. Tu te trompes, mon fils. Ils savent tout. Ils ont des espions partout. Parfois, c'est le voisin qui leur indique celui qu'ils cherchent. Ne t'inquiète pas, maman, je viens à peine d'arriver. Alors, voilà, un petit passage. Et j'avais envie de te poser la question à toi, Yaya, parce que là, c'est pas toi. Où elle est ta place, Yaya? Nulle part. Camus, Albert Camus, un écrivain qui est important pour moi, qui m'accompagne depuis longtemps, de très longtemps. Depuis que j'ai lu son premier texte jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on me considère, mais il se trompe, moi je suis une humble personne, on me considère comme étant un spécialiste de Camus. Je suis invité partout en Europe et dans le monde pour parler de Camus. Bon, c'est gentil, mais bon. Camus qui m'accompagne dit cette phrase qui est dans le premier homme, dans le chapitre obscur à soi-même. Lisez ce chapitre, c'est 9 pages, et c'est fabuleux. Tout est dit dans ce chapitre. Si vous ne connaissez pas Camus, mais je suis sûr que vous connaissez, mais lisez obscur à soi-même, c'est 9 pages. Vous allez voir, tout est concentré ici. Il y a une force inouïe, et dans la langue, et dans le rythme, et dans la signification. Préparé par la nudité de mon enfance. Donc je vous parle, parenthèse, avec des points de suspension. Je suis à ma place, je ne cherche aucune place, car je suis à ma place partout, celle de la vie, des êtres de la force. C'est ça ma place. Moi je n'ai pas de place, je n'ai rien à revendiquer. Je suis là, je suis Yahya. Je suis quelle place je voudrais. Je suis un homme parmi les hommes, je suis un parmi vous. Donc, aucune place. Je ne cherche aucune. Mais alors, aucune. Vraiment, je suis à ma place. Et par rapport à ta naissance, à tes origines, à l'Algérie que tu as dû quitter. Oui, dans un précédent texte, j'ai parlé des racines qui sont sur la tête. Et là, je connais très bien la France, je suis allé, j'adore ce pays, autant vous le dire tout de suite. Je suis allé hier avec, à côté de Toulon, et j'ai trouvé qu'on faisait de la culture du palmier. Donc j'étais interloqué, je suis allé voir, et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle m'explique. Et tout content, celui qui m'explique, comme ça, il me dit, ben, les Saoudiens nous importent des palmiers. D'accord? C'est extraordinaire. L'Arabie Saoudite importe des palmiers qui sont cultivés ailleurs. Et là, j'ai compris. C'était pour moi une révélation. Ben, les racines se transportent. Ah ben oui, on cultive le palmier ici, il est tout petit, et on le vend. On le vend par milliers d'arbustes qui partent comme ça, et on les replante en Arabie Saoudite de cette manière extraordinaire. Ah ben moi, mes racines sont dans ma tête. Si vous examinez bien mes mains, ces ridés, tout ça, ce sont tous les oueds d'Algérie. Si je vous montre mon dos, vous allez voir toutes les cicatrices infligées par le pouvoir algérien. Depuis 62 à ce jour, que je porte comme chaque Algérien. Depuis 62. Voilà, donc je n'ai aucune racine à réclamer, aucune origine. Je me sens profondément algérien, comme je me sens profondément français. Comme j'ai une autre patrie, qui est chère à mon cœur, c'est l'Espagne. J'adore l'Espagne, je suis un fou de l'Espagne. On me donne un avion, je monte, allez, je passe 2-3 jours, je reviens. Mais toute l'année comme ça. Puis j'adore Haïti. Je suis allé en Haïti et j'ai été pris d'amour de ce peuple, de cette terre. J'adore le Maroc, j'aime beaucoup le Maroc, c'est chez moi, j'ai l'impression que j'ai quitté hier, je pars, comme ça je voyage, je fais le tour que je veux, je rentre. Mais j'adore chaque endroit où je pose mon pied, je suis amoureux. C'est fantastique, ça me dérange pas, j'aime l'Allemagne. Je ne connais pas l'allemand, mais c'est une langue qui résonne en moi.
J'aime bien quand tu dis je pauvre France et tout ça, des choses comme ça. J'adore. C'est beau, l'italien Rome m'a renversé. Rome, c'était pour moi quelque chose d'assez vertigineux. C'est là que j'ai compris ce que c'est que la civilisation où l'homme est au centre. Samarcande m'a ébloui. Je suis un amoureux de Samarcande et j'espère que ça va s'arrêter ce Covid pour que j'y aille. Parce qu'en plus, mon prochain roman se passe là-bas, en grande partie, entre Antioche et Samarcande. Bon, on ne va pas dire ça peut-être, mais bon. Et donc, voilà, donc, tous les origines sont mêlées. Pour moi, Alain de Libera disait, si que la culture arabo-berbéro-musulmane est présente dans la culture européenne, c'est une évidence. Et la suite c'est ça. Si les arabo-berbéro-musulmans extrémistes ne réclament pas la Grèce, c'est leur problème. Mais la Grèce m'appartient. Tout l'héritage grec est à moi. Et c'est ce qui me constitue. C'est la matrice. Fondamentalement. Alors je l'ai appris par les livres, en allant voir, en lisant les philosophes, en lisant Homère et tout, et la Grèce c'est moi. Ben, Rome aussi c'est moi. Les Vandales c'est moi. Tout c'est moi. Et donc j'ai cette part. Et Kateb Yassine, autre écrivain qui m'est très cher avec Camus, ce sont mes deux sentinelles. Il y en a d'autres, mais ce sont mes deux sentinelles. Kateb Yassine disait, pour lui, il disait, si je me réfère à la patrie, c'est l'Algérie, si je me réfère à l'universel, c'est le judaïsme, le christianisme, l'islam. Eh bien, il a tout dit. Il a tout dit. À partir du moment où on parle d'une croyance, on parle de toutes les autres. Et des experts, des savants, des islamologues, de grands penseurs sont allés vers les textes. Et ils ont vu un continuum entre les textes, entre les trois textes, comme ça. Et c'est ça la réalité. À partir du moment où on m'assigne comme identité, quel mot, c'est un leurre d'ailleurs en plus, comme appartenance à l'islam, je dis, si vous voulez que cette appartenance que je la prenne, que je sois musulman, d'accord. Mais considérez que je suis juif et chrétien aussi. Okay. Ça ne passe pas comme sans cela. Ce n'est pas possible. Voilà où je me situe. Voilà justement un passage qui fait écho à ça et qui fait écho aussi à ton projet de résidence et de la ville d'Antioche. Voilà le passage. Un jour, je rentrais à la maison, un peu tourmenté. J'avais 15 ans à peine. Dans les rues, des haut-parleurs diffusent des messages qui disent que les Juifs sont honnis de Dieu. Écoute, c'est la mère qui répond. Tu es le fils de ton père qui vient d'une lignée de gens de bien. Jamais, au grand jamais, je ne l'ai entendu dire du mal des Juifs. On a toujours vécu avec eux. Tu te rappelles mon amie Aouisha, qui venait souvent manger chez nous? Elle était juive. Et Shlomo, le fils du rabbin, c'est ton frère de lait, car il a tété mon sein. Juifs, nasrani, musulmans, il n'y a aucune différence. Chacun prie Dieu à sa manière. N'écoute pas ces sornettes, c'est de la politique. Que Dieu apaise les cœurs. Il y a un peu cette nostalgie qu'on trouve dans d'autres de tes livres sur cette présence à Oran, notamment des Espagnols, tu en parles, et à Paco, qu'on voit aussi dans un autre livre. Et tu disais qu'Antioche t'intéressait aussi parce que c'était une ville où coexistaient toutes les croyances, toutes les religions. Est-ce qu'il y a chez toi une nostalgie de cette époque où, en Algérie, tout le monde vivait ensemble, malgré le statut de l'indigénat, hein, bien sûr? Non, pour moi, pardonnez-moi, il ne s'agit pas de nostalgie. Il s'agit de dire les choses, de les dire telles que je les ressens fortement, telles que je les ai vécues, telles qu'elles m'ont blessé, tout ça. Donc, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, il est évident. Il est évident que ce qu'il y a, c'est Jean Bernard qui disait cela, un matologue, qui disait chaque être est singulier et précieux, différent de tous les autres hommes. C'est extraordinaire ce qu'il a eu. À partir de l'hématologie, nous sommes là, nous ne sommes pas dans une question idéologique, nous sommes dans la science.
À partir des 100, les analyses qu'il a fait, il a travaillé sur le Cambodgien, il a travaillé sur les Druzes, il a travaillé. Et donc, il a constaté que chaque individu, son sang est particulier, à lui, juste à lui. Mais c'est fantastique, c'est extraordinaire. Chacun est singulier, chacun est... Et à ce moment-là, qu'il soit juif, chrétien, c'est Abdelkader aussi qui disait, l'émir Abdelkader, donc on pourrait dire deux mots tout à l'heure, l'émir Abdelkader disait, juifs, chrétiens, musulmans, maznéens, nous sommes tous les mêmes devant Dieu. Moi, s'il y a une référence en islam, ce serait celle-là. Moi, je ne reconnais aucun imam. Hein. Pas de problème. Alors, l'émir Abdelkader, oui. Un grand homme, un immense personnage, qui a fait même une retraite de près de 18 mois, en se privant de tout, dans une grotte, et parce qu'il était dans la voie mystique, il est devenu mystique, un soufi, et cet homme disait, nous sommes tous là, il disait, Kullu kawni, dhaka kawni, tout être est mon être. Kullu kawni, dhaka kawni. Nous sommes au 19e siècle quand Abdelkader dit ça. Au 5e siècle, Augustin disait, tout ce qui est humain, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Moi je me dis, wow, le chrétien, celui qui, avec Tertullien, Cyprien, ont fécondé la chrétienté européenne d'Islam, et 15 siècles après, je retrouve un musulman qui dit... Je découvre la violence politique et la répression. Être étudiant à ce moment-là, c'est se confronter aux textes, aux interprétations, mais aussi aux bastons. Des étudiants, affidés du seul parti existant, hégémonique et arrogant, balaient le campus à coups de barres de fer et de couteaux. Régulièrement, des hordes armées de sabres investissent l'enceinte universitaire et agressent ceux qui sont considérés comme dissidents, contre-révolutionnaires. Les étudiants sont attaqués à l'acide. C'est dans un tel climat que le poète maudit donne une conférence dans un amphithéâtre plein à craquer. Dehors, les sbires du parti menacent. Lui donne en lecture « Matinale de mon peuple ». Le débat est houleux. Du haut de mes 20 ans, je le traite de suppôt du pouvoir. Le poète se défend, explique « Peine perdue, je ne veux rien entendre ». Comment peut-on écrire un dithyrambe pour le dictateur? Comment le poète peut-il vendre son âme ainsi? La discussion est chaotique. Le poète a beau contextualiser, la fougue et l'aveuglement ne me quittent pas. Je ne suis pas seul à lui faire ce reproche. Plusieurs de mes amis expriment la même défiance à tort. 2 ans plus tard, lorsque la bouche du poète s'est refermée à jamais, après un coup de couteau traître par une nuit sans lune, j'ai regretté mes méchantes paroles. Depuis, je ne cesse de citer ces mots. J'ai vu ce pays se défaire avant même de s'être fait. J'ai vu la joie, l'honneur, la beauté n'être plus qu'un masque délavé sur la plus lamentable racaille. Le poète, c'est Jean Sénac. Bien sûr. Voilà. Je n'ai pas parlé, j'ai parlé d'Albert Camus, j'ai parlé de Gattei et Jean Sénac, que j'ai connu, hein, oui. que j'ai rencontré, que j'ai insulté. Ça, c'est un épisode réel, que j'ai maltraité. Voilà. J'étais fou. J'étais fou, moi, j'étais fou. Pour un poème, je l'ai allumé comme ça, en amphithéâtre et tout ça, puis je l'ai regretté. Moi, à 20 ans, j'avais l'impression que c'était moi qui allait révolutionner l'Algérie, qui allait faire un pays tolérant, ouvert, fraternel et tout ça. J'avais l'impression, on était nombreux à penser ça. On est revenu de là. On est bien revenus de là, tous. Bien. Mais c'est Jean Sénac, oui. Ouais. Jean Sénac. Comme par hasard, lui il se faisait appeler Yahya al-Wahrani. Yahya al-Wahrani, c'est Yahya moi, et moi je suis Wahrani. Donc un jour j'arrive dans une ville de l'extrême ouest d'Algérie, et j'ai descendu du bus, et un poète qui m'entend, il m'a dit « Oh, je suis content qu'on te rende un hommage. » J'ai dit « Mais c'est pas moi. » Il m'a dit « Mais c'est toi Yahya al-Wahrani. » J'ai dit « Non, mais c'est Jean Sénac, il est mort, moi je suis vivant. » Bon, donc il y avait une confusion comme ça, mais j'adore Jean Sénac, un immense poète, parce qu'il s'appelait Jean Sénac.
parmi les Algériens et les gens qui le rejetaient, par son nom. Peut-être plus algérien plus que n'importe qui. Jean Sénac, qui était un immense poète, un militant de l'indépendance de l'Algérie, un immense, une personne très sensible au devenir du pays. Quand il faisait son émission à la radio, il n'y avait pas un jeune homme, une jeune fille dans les rues. Tous en étaient accrochés à la radio et écoutaient sa poésie. Et là, le poème que tu cites, il est pessimiste. J'ai vu ce Bien pays sûr, se défaire. Il a corrigé, oui. Oui. Moi, je parlais d'un poème qu'à l'époque, il avait fait sur la révolution agraire. Alors, bon, ça dit qu'il voulait aussi peut-être adoucir un peu son propos, tout ça, à ce moment-là, et puis c'était dur pour lui. Donc on lui jetait toujours au visage cette idée qu'il n'est pas si algérien qu'il le prétend, quoi. Puisque Jean Sénac est mort sans avoir un ancêtre algérien. Mm-hmm. Il est mort sans avoir quoi? La nationalité algérienne. Ah oui. Il n'a jamais eu. Ah oui. Il n'a jamais eu la nationalité algérienne. Le ministre de la Culture à l'époque, le ministre de la Justice. Il a été assassiné, mais on ne sait pas exactement En 1960. dans quelles circonstances. Hein. En quelle année? Finalement, il n'a pas eu non plus la nationalité algérienne. Non, il ne l'a jamais demandé. Il est parti avant, il est mort avant l'indépendance de Oui, c'est l'Algérie. ça. Bah oui, Oui, c'est ça. bien sûr. Alors, Sinon, le cœur, il était... Bien sûr. Mais Jean Sénac, ministre de la Justice en 65, algérien, son ami, il lui dit Hé Moustapha, il me faut, je ne sais pas la nationalité, il faut faire le décret. Et le ministre de la Justice, qui est son copain, dit écoute, j'en fais une demande. Il a dit Jean, tu as fait une demande toi? Pourquoi moi je ferais? Parce que je m'appelle Jean, je ferai une demande. Et il n'a jamais eu la nationalité algérienne. C'est une blessure indélébile. C'est une tâche qui ne partira jamais. C'est ce genre de tâche qu'on ne peut pas effacer à la gomme, c'est pas possible. Sénac, l'Algérien, est parti sans être algérien, dans le papier. C'est une douleur. Hein. Donc, tout à l'heure, je parlais avec ma compatriote Nathalie. Elle dit c'est un immense gâchis. Un immense gâchis. Sénac. Et bien d'autres. Je vous parlerai peut-être un petit mot de Hamid Skif, le poète algérien qui est mort en 2011 en Allemagne, à Hambourg. Il vivait en Algérie et donc pendant les années 90, vous savez ce qu'il y a, la guerre civile. On ne la nomme pas comme ça, par euphémisme, par coquetterie, décennie noire et tout ça. C'est une guerre civile. Il est parti donc à ce moment-là en Afrique du Sud, invité comme poète, un immense poète. Il était invité partout. Il est parti en Colombie, à Medellín, partout dans le monde. Et il était en Afrique du Sud. Au moment de rentrer sur Alger, on lui dit, voilà, tu es condamné à mort par les islamistes, par le fils, puisqu'ils affichaient leur liste devant les mosquées, les noms des femmes et des hommes qu'a tués. Et donc, il prend peur, et il prend un avion du Cap à Francfort, et à Francfort il arrive, il fait une demande d'asile, il le garde et s'installe à Hambourg. Et c'est ce garçon-là qui a écrit ce poème. Généralement, parce que, vous savez, je vous disais tout à l'heure que je suis... C'est une mise à nu, chaque fois je vais un peu plus loin dans les choses. Et Hamid Skif, qui était un ami très proche, on a grandi ensemble à Oran. Et quand, à un moment donné, je me trouvais dans le sud du pays, et il était là. Il était correspondant de la journal. Et il habitait au rez-de-chaussée, moi, de l'étage. À chaque fois que je descendais, il me dit, viens, je te lis. Je dis, je vais au travail. Non, moi, je te lis un poème que j'ai écrit cette nuit. Et il lisait le poème comme ça. Il a écrit ce texte-là. Mon pays vide et absent, qui m'a laissé sur le pas de la porte. Mon pays d'ivoire luisant, dans la pénombre de rêves orphelins, de souvenirs ardents. Je te vis en chaque seconde, et enrage de ne plus te tenir dans mes bras. Alors on parle de la même personne, Camus, Cater, Jean Sénac, Hamid Skif et d'autres. On parle de la même chose. On évoque les mêmes lumières qui sont éteintes. Et Sénac, là, dans le texte en question, il est
il est pessimiste même sur le devenir de l'Algérie. Est-ce que tu suis ce devenir-là? Est-ce que les mouvements actuels, là, le Irak, c'est un espoir ou c'est encore quelque chose qui tourne à vide? Non, c'est quelque chose de fantastique. Avec tout le hasard qu'il peut y avoir, c'est quelque chose de fantastique. C'est des Algériens qui en ont marre de la prédation, et qui lui disent qu'ils contestent le pouvoir, et qui ont vu que ça change, qu'il y ait une véritable société démocratique, que ce pays soit mettre en avant la fraternité au lieu du rejet, de la peur et de la haine. Donc c'est ça ce que demandent les Algériens. Et puis une équité dans la distribution des richesses. C'est un pays immensément riche, l'Algérie. C'est pas un pays pauvre, c'est un pays immensément riche. Or cette richesse va à une petite minorité et la population est à la dérive. Donc oui, pour moi c'est un mouvement extraordinaire qu'il faut encourager. Après, ils trouveront les moyens de s'organiser, ils trouveront les moyens de se libérer. Il faut leur faire confiance. Et puis une révolution, ce n'est pas en un jour, ça dure. Ben, c'est ça, et puis le pouvoir il est puissant. Hein. Le système répressif algérien est très 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 fort quand même. C'est pas de la rigolade. Hein. Ça fait pratiquement 60 ans maintenant qu'ils ont forgé leur système. Et c'est difficile. Bouteflika est parti, c'était le summum de l'indignité pour les Algériens. C'était l'indignité la plus totale. Et là, le pouvoir militaire a fait en sorte qu'il y ait un nouveau président. Et, ironie de l'histoire, il tombe malade, il va 3 mois et demi en Allemagne se soigner ici. Mais, pour ceux qui connaissent l'Algérie ces derniers temps, les femmes et les hommes dans ce pays, il y a des compétences, il y a de la beauté partout, il y a des choses qui se font, il y a de la création incroyable au niveau du théâtre, au niveau des arts, de la plastique, au niveau du cinéma, au niveau de la littérature. Mais ça pullule d'écrivains, de poètes, mais il y a une chape de plomb sur la société algérienne qui est maintenue par le système politique, qui est un système répressif, un système autocratique qui écrase la société. Mais ça doit sauter. Mais moi, je leur fais confiance. Ça prendra le temps qu'il faut. Et ce mouvement est extraordinaire. Oui, tout d'abord, je suis ravi de vous rencontrer. J'avoue n'avoir jamais lu aucun de vos livres, donc j'ai besoin de comprendre peut-être un peu plus. Bon, j'ai bien compris que votre histoire et le pays d'où vous venez a un impact très, très fort sur ce que vous écrivez. J'ai été surpris tout à l'heure que vous nous disiez que la passion n'était pas un élément moteur, semble-t-il, dans votre action d'écrire. J'expliquerai après. Hein. Oui, ça m'intéresserait de comprendre ça, parce que la passion, est-ce que c'est délétère, selon vous, pour écrire, je crois. Voilà. Et en fait, pour qui vous écrivez finalement, et est-ce que vous avez... Enfin, pour qui et pourquoi, compte tenu de votre histoire et de votre chemin là? Question importante. Je raconte un peu mon histoire, comme mon chemin, moi, enfant de cette Algérie qui a pu partir à l'école depuis la maternelle, hein, durant la colonisation, et puis après l'indépendance, donc le collège, le lycée, la fac et tout. Et moi, je suis un produit de cette Algérie indépendante, où il y avait des profs qui venaient de toutes parts, notamment de France, qui nous ont pris en charge, qui nous ont accompagnés, qui nous ont ouvert des portes et des fenêtres. Et c'est un petit poète, le poète qui n'a rien fait, qui n'a rien publié. Et j'écris, après, un autre billet, une chronique et tout ça. Donc, je ne suis pas devenu journaliste, mais sur ce, on intervient à la guerre civile. Et moi, je suis déjà parti en 89. J'arrive en France et il faut s'inventer. J'ai été reçu en France comme on reçoit un Auvergnat à l'époque. Hein. Avec autant mais avec beaucoup de générosité aussi. J'ai fait des rencontres fabuleuses. Et bon,
Et je ne suis pas encore écrivain. J'ai écrit. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, c'est un téléphone sonne à la maison, à Paris, et je prends, et on me dit ta mère, je raccroche, j'ai compris. Donc je vais à Algérie, j'achète un billet, le premier avion qui part à Oran, de Paris, il est à 14h, et j'arrive à Oran, il est 16h. Donc le temps de prendre un taxi, d'arriver chez mes parents, je vois qu'il y a du monde devant l'immeuble et tout, j'ai compris que ma mère était décédée. Donc voilà. Le lendemain, ils avaient enterré ma mère, donc je ne l'ai pas vu, tout ça, j'ai fait mon cinéma, j'ai fait tout, j'ai poussé ma colère, j'ai hurlé, tout ça. Bon, pour mes grands, vis-à-vis de mes grands frères, je leur ai dit, vous aurez dû m'attendre. Mais bon, l'histoire a fait qu'ils ne m'ont pas attendu, ma mère était morte. Le lendemain, ma grande sœur me dit, maintenant tu rentres chez toi, parce que ta mère est morte, on m'a enterré, c'est pas la peine. Tu n'as rien à faire ici. Ils avaient peur pour moi, mes sœurs et mes frères. Donc voilà, le surlendemain, je rentre à Paris et je suis malade. Je suis vraiment malade, alité, vraiment souffrant. Et puis, sorti de ce tunnel-là, je me mets devant un ordi, j'écris. Tous les jours, j'écris un peu, j'écris. Et au bout, c'est un texte. C'est un texte que j'ai laissé. Comme je suis journaliste à Radio France Internationale à ce moment-là, donc je couvre le Salon du Livre de Paris, et je vais au Salon du Livre, plusieurs éditeurs et éditrices me connaissent, on boit un verre, on discute. Il y a une éditrice qui me connaît et qui me dit j'aimerais bien te lire, toi. Je dis je dis quoi? J'écris pas, moi, je fais pour la radio. Je crois que tu écris. J'aimerais bien te. Bon, on m'a dit c'est pas grave, mais en tout cas, je te le dis. Mais enfin, moi, j'étais alors, comme ça, je veux lire, c'est intéressant. Donc ça a fait son chemin. 2 mois après, je lui envoie un texte. Ce texte qui est devenu le premier roman. C'est comme ça que je suis venu à la littérature. C'est la mort de ma mère qui m'a amené, qui a donné naissance à l'écrivain que je suis devenu. Elle m'a fait naître 2 fois, en quelque sorte. Donc c'est là. Alors quand je disais c'est pas passion, on vient à la littérature par désir. Un désir de littérature, un désir d'écrire. Et pour écrire, il faut aussi être lecteur. Il faut lire beaucoup, s'imprégner des autres écrivains, s'ouvrir. Et vous prenez n'importe quel écrivain. Prendre n'importe quel écrivain d'aujourd'hui, vous allez voir que c'est plein de références d'écrivains passés, de Anaïs Tisrati qui est là par exemple, d'autres. J'étais assez impressionné par les titres, que j'aime bien parce que j'ai les mêmes. Et donc, moi aussi, si vous prenez mes livres, vous me suivez, mon univers, il y a plein d'écrivains qui sont là. Camus m'accompagne tout le temps. Catel aussi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Bien sûr, Gabriel Garcia Marquez aussi, parce que j'ai une grande admiration pour lui, que je lis, et puis d'autres références. Mais enfin, c'est ça. Donc quand je dis pas la passion, c'est que je parle du travail. Le travail, c'est véritablement l'artisan. C'est être devant la phrase, poser la phrase. Là, il n'y a plus de passion. Là, il y a le labeur. C'est ça ce que je veux dire. Je comprends. Voilà. C'est ça, voilà. Une réelle... Non, ça je comprends bien. C'est le labeur, voilà. Parce que quand on me parle d'inspiration, j'ai vu... non, c'est pas l'inspiration, parce que toute la vie, il y a tellement de choses à raconter. Tout est à raconter. Il y a tas de choses qui se passent. Si j'avais rencontré Camus, jamais j'aurais été incapable de lui parler. Oui. Jamais. Je serais là, je dis, mais c'est ce que tu veux. Ce que tu veux, grand frère, ce que tu veux. Donc, là, tu t'arrêtes là. C'est immense, c'est des sommités quand même, qu'on ne veille pas. Donc on ne peut pas rivaliser avec Camus, avec Catel Yassine, des gens comme ça. Mais on s'imprègne d'eux, et pour moi, c'était véritablement, c'est ça ma révélation, réellement. J'entends bien. C'est la révélation, à ce moment-là, elle est arrivée. Oui. Pour d'autres, elle est arrivée dans d'autres siècles, moi, elle est arrivée là. Mais c'est dans ce sens que je dis, c'est pas passion, c'est le labeur, je parlais de labeur. Après, il y a le désir, c'est pas le... Il y a le désir, avant plutôt. Désir, c'est d'aller vers... On a besoin d'écrire, on sent qu'il y a un besoin d'écrire. Et après, c'est du travail. Et aujourd'hui, avec tout le chemin parcouru depuis ce passage, enfin cette révélation avec le décès de votre maman, cette rencontre, aujourd'hui, pour qui vous écrivez? Alors aujourd'hui, je ne sais plus. C'est-à-dire que maintenant, non, en fait,
faut être honnête, je comprends la question et je suis en train de tourner autour. Voilà. Mon public est là. J'écris en français, en langue française, pour mon public qui est là. Ceux qui m'achètent sont en France. Ceux que je rencontre sont en France. J'ai fait le tour de la France, des festivals. Bien. Mes livres, la plupart de mes livres ont été publiés en Algérie, en français, dans la même langue, en français. Parce que l'Algérie, il n'y a pas beaucoup de traduction. J'aimerais bien qu'un jour ça soit traduit en arabe, mais ça me ferait plaisir. C'est traduit, j'ai un livre en allemand, un autre en espagnol, donc ça me fait plaisir aussi. Mais mon public est là. Il ne faut pas se faire d'illusions, mais rien du tout. Maintenant, s'il y a 100 personnes qui me lisent en Algérie, ça me fait plaisir, c'est du bonheur, quoi. S'il y a 500 qui me lisent, c'est formidable, c'est fantastique. S'il y a 3000, ce serait un miracle. Mais bon, mais je ne fais pas d'illusions, moi je suis tout simplement terre à terre, je ne m'enflamme pas, je travaille. Ce qui doit advenir advient parce que je partage avec les autres un destin. Ce sont ceux-là les miens, ceux avec qui je partage un destin. Parce que c'est... Ah. Vas-y. Non, c'est bon. Vous êtes invité en Algérie? Vous pouvez être invité? Ah oui, j'étais invité à l'Algérie plusieurs fois au Salon du Livre d'Alger, au Festival de littérature d'Alger, qui s'est arrêté, un ministre qui venait de la culture, qui a dit « on n'a pas besoin de deux, juste le Salon du Livre, ça suffit ». Donc il a arrêté le Festival de littérature, qui était un festival qui n'a rien à voir avec le Salon du Livre, où on a tous les éditeurs qui exposent comme le Salon du Livre. Pareil, un festival, c'est autre chose. Des tables rondes, des rencontres. C'est un ministre qui s'était présenté il y a un an aux élections présidentielles, c'est le ministre de la Culture. Eh oui, une grande tête. Elle réfléchit beaucoup. Franchement, ouais. Il n'a pas besoin d'un festival de littérature. Un salon, ça suffit. Voilà. Mais je suis invité parce que mes amis qui tiennent les rênes de la culture et tout ça me connaissent, me respectent, et puis je leur enseignerai, et puis ça me fait du bien d'aller comme ça rencontrer d'autres écrivains, des journalistes, des amis. Je suis content. Et là, ça s'est arrêté du fait de Covid et des... Oui, parce que, en fait, un petit peu comme Camus d'ailleurs, c'était une espèce de messager, enfin de go-between entre un pays comme la France et l'autre pays de son cœur, l'Algérie. Bon, vous, c'est un petit peu, j'ai l'impression, vous pourriez ressentir un peu la même aspiration. Enfin, vous avez la même aspiration, enfin, c'est ce que je Mais je ne suis pas go-between. Non. Non. Je suis d'un côté, Oui. et l'autre côté étant moi, je le porte avec moi. Oui, mais on a... Enfin, je veux dire, n'ai pas lu vos livres, mais ce que j'ai entendu me fait percevoir que vous êtes... vous écrivez en France, mais le lieu quand même de votre réflexion, de vos écrits, c'est quand même de l'autre côté de la Méditerranée, quand même. Oui, bien sûr, mais il y a aussi un roman sur l'Espagne. L'Espagne, Francky, c'est avec les Républicains. Donc, j'ai écrit sur Haïti, un livre sur Haïti. Le prochain roman que j'entreprends à partir de cette résidence, ça se passe en Asie centrale. Donc, oui. Mais c'est vrai que, bien entendu, je suis imprégné de la terre algérienne, de la culture algérienne, bien sûr. Mais c'est évident, c'est là qu'il... Et puis, je pense qu'il y a des choses à dire encore. Il y a des choses à dire, il me semble que j'essaie de le dire avec mes mots à moi et de construire quelque chose, mais en restant dans la littérature. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la phrase, le travail. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas parler de l'Algérie pour parler de l'Algérie. Il y a des experts qui font, des essayistes qui font très très bien les choses. Tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature. J'ai bien compris, mais la littérature est un moyen, quand même, un vecteur d'expression, de sentiments, de sensations. Enfin, peut-être que la dernière phrase de ton livre, elle répond à votre question. Oui. Je vous la lis. Hein. Le poète fait corps avec le vent pour approcher le mystère de la vie et recevoir la beauté du monde. Voilà, donc s'il est un intermédiaire, c'est pour nous transmettre la beauté du monde. Et sa fragilité, oui. Vous savez, la beauté du monde, nous la portons tous. Hein. Parce que
Il y a, je pense, en tout cas, c'est un enseignement de Camus. Camus disait dans Lettre à un soldat allemand, alors même que je vous combats, je vous connais votre part d'homme. Donc il y a ceux qui appartiennent au clan des assassins, les apôtres du crime, il y a ceux qui font un bond en dehors du clan des assassins, Kafka. Donc, je crois que nous faisons partie de ceux qui sont en dehors du clan des assassins. C'est ça, ce qui m'importe, c'est ça. C'est précisément d'aller chercher cette petite lumière qui existe. Mais bien entendu, là, dans le livre d'Amraï, bien sûr, c'est le roman d'apprentissage, a dit Jean-Louis. Moi, honnêtement, c'est le roman de la défaite. C'est ainsi que je l'ai écrit, c'est ainsi que je l'ai ressenti, que je le ressens. C'est le roman de la défaite. Mais la défaite qui donne naissance à l'amour. Donc, à la naissance. Elle est là, la naissance. Naître à l'amour, et donc, puisque la défaite est consumée. Consommée, pardon. C'est consommé. Nous sommes une génération qui a mis genou à terre. L'histoire est là et on peut la revisiter autant qu'on veut. C'est pas possible de revenir sur les choses. Nous avons perdu, malheureusement. Il y a une autre génération, il y a une génération là maintenant qui est en train de se battre pour que ce pays soit meilleur, pour ses enfants. Mais nous, tous mes copains, quand on avait entre 17 et 22 ans, un seul est resté en Algérie. Tous qui ont fait des études supérieures. Tous. Ingénieurs, médecins, profs de lettres, tous. Un seul qui est resté. Je le vois bien, hein, je travaille dans un milieu où on en voit beaucoup qui sont partis. Mais c'est pas là, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de marquer les choses. Je parle en dehors des statistiques. Les statistiques, elles sont effrayantes, mais on parle des êtres, des femmes et d'hommes qui ont été blessés, qui sont partis, on leur a gâché la possibilité d'entreprendre, de s'inventer, tout ça. Il y aura des comptes à faire un jour. Et ils devront rendre des comptes, ceux qui dirigent ces pays depuis 62. C'est bien. Vous disiez tout à l'heure, avec un peu d'humour aussi, que votre dos portait les marques depuis 62 de la vie en Algérie. Et vous venez de prononcer le mot défaite et le sentiment. Alors moi j'ai quitté l'Algérie en 62, donc j'ai pas connu tout ça, que de loin et de façon déformée et parcellaire. Et vous prononcez le mot défaite et j'ai le sentiment, mais complètement subjectif, que ce pays, depuis 62, et malgré ce que vous dites de la vitalité de ce pays aujourd'hui, n'a connu que des défaites, que le peuple algérien a été défait, comme le dit Jean Sénac, avant d'être fait. Pouvez-vous parler un peu de ça? Excusez ma curiosité pour l'Algérie. Non, ça dit que on parle des Algériens ou du pays, de choses différentes. On parle du pays, la nation c'est une autre chose, l'État c'est une autre chose, le pouvoir c'est une autre chose, et les Algériens, dans leur globalité, c'est un peuple divers, différent, il y a aussi bien l'islamiste que le mec de gauche, ou celui qui veut raser tout le monde, tuer tout le monde, et celui qui aime tout le monde, et tout ça. La population est différente de tout ça. Il est évident que l'indépendance de l'Algérie était inéluctable, et elle est un fait, et c'est tant mieux, et c'est extraordinaire. Voilà, c'est une chose. Autre chose, c'est que cette Algérie, en 1962, a été conçue avant l'indépendance par des femmes et des hommes qui voulaient que ce soit une Algérie de progrès, ouverte sur le monde, fraternelle, égalitaire. Alors on peut critiquer, mais c'est ça la question. Dans les fondements de la charte de la Soumam, en 1957, c'était ça. 56, pardon. C'était ça. Après, vous savez ce qui s'est passé pendant le mouvement, la guerre d'indépendance, avant l'indépendance. Les frères ont tué leurs frères.
C'est-à-dire, au sein du FLN, il y a eu des règlements de compte. Quand on arrive à 62, tous les chefs ont été tués. Tous. Abdallah, tous les autres sont partis. Soit par l'armée française, soit par leurs frères. D'autres combats. Et c'était les gens les plus lumineux. Ceux qui avaient théorisé l'Algérie d'après. L'Arbi Ben Midi a dit « Je pense à l'Algérie de demain, livrée au colonel ». Nous sommes en 58. Nous sommes en 1958, nous ne sommes pas en 62. 62, tout est fait. Et, donc on va rentrer dans des considérations, c'est loin de la littérature, mais c'est pas grave. Quand tu arrives 62, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu les accords d'Évian, d'accord, en mars. Et ensuite, l'armée française, par décision du général de Gaulle, a décidé d'ouvrir les frontières à l'armée algérienne des frontières. Or, ce n'était pas prévu comme ça dans les accords. C'était prévu dans les accords que l'Algérie, à l'intérieur de ses frontières, sans laisser l'armée des frontières entrer, créerait les instances pour gouverner ce pays. L'armée des frontières arrive, c'est le basculement. Et vous savez, il y a eu tout de suite une guerre civile. Tout de suite. Nous sommes en septembre 62, c'est catastrophe. Et il y a la constituante qui s'étend à l'Assemblée nationale, et à côté, dans un cinéma, on nomme le président de la République. Le nom, un groupe de personnes. Et ce sera même là. C'était fini. C'était fini. C'est-à-dire, là, c'est construit l'Algérie des prédateurs. Or, le peuple algérien, personne n'en a parlé. Là. Personne. Après, ça a été les soubresauts du pouvoir. 67, un coup d'État, puis après, enchaîné. Bien. Mais dans tout ça, ce qu'il y a, c'est qu'on a oublié qu'il y a une population. C'est qu'on a oublié que les femmes et les hommes sont nés là, qu'ils ont grandi avec la langue arabe, la langue berbère, la langue française, et qu'ils ont suivi un cursus scolaire, universitaire, et qu'ils s'interrogent, et qu'ils travaillent, et qu'ils réfléchissent, et qu'ils ont été nourris aux valeurs qui viennent d'ailleurs aussi, et qui se posent des questions sur le pays. Et les explosions qu'il y a eu en Algérie, ce n'est pas d'aujourd'hui. En 1972, il y a une répression terrible contre les étudiants algériens. Terrible, conduite par le FLN. Moi, j'ai eu deux copines, pardonnez-moi de vous donner ces détails, à qui on élève avec des tenailles les ongles. Des étudiantes. Les islamistes ont jeté l'acide sur les jambes des filles en 1973, 1974. C'est pas d'aujourd'hui, cette histoire. Et puis, où ont lieu les séminaires de la pensée islamique? Dans aucun pays musulman, en Algérie. Et c'est Razali, le penseur, le savant égyptien, qui en Algérie décrète que Kateb Yassine, mort en France, ne devrait pas être inhumé en Algérie, qu'il reste sur la terre des infidèles, parce que c'est un infidèle. L'imam Razali, qui dirige un pays comme l'Algérie, qui dit non, celui-là on ne le veut pas l'enterrer ici. Voilà, c'est ça, tous les crimes qui ont été commis contre ce peuple. Et c'est comme ça, vous voulez dire quelque chose? Ben, en fait, je me disais, bon, l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire qui balbutie, c'est la répétition. On l'a bien vu, le XXe siècle a été l'expression de nombreuses utopies meurtrières et criminelles. Et c'est là que je me dis que la littérature, c'est quand même un moyen de lutter contre les utopies aussi. Parce qu'on a connu au début du XXe siècle l'utopie, qui s'est poursuivie très longtemps, même après l'utopie communiste. Enfin, il y a eu, avec ces crimes en Union soviétique, dans multiples pays, je ne vais pas... Et là encore, ce que vous dites, ça a été une certaine utopie aussi, malheureusement, en Algérie. Même si l'indépendance était complètement légitime et qu'elle était nécessaire, mais après, ça a été... cette liberté acquise a été... C'était pas complètement une utopie. C'était que... Eux, ils avaient compris et ils ont commencé à l'avance. Quand Boumediene arrive au pouvoir, en fait, quand Bembella arrive au pouvoir, c'est Boumediene qui est derrière. C'est après qu'il va prendre le pouvoir en son mais en fait, il est derrière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer ses sbires dans toutes les capitales européennes, tuer tous les opposants algériens. Tous assassinés. À Madrid, à Francfort, à Paris, tous. Ouais, il a réglé tout le compte.
Ceux qui ne sont pas morts avant 62 sont morts entre 62 et 65. C'est les mêmes stratégies qui auparavant avaient été appliquées par Staline. Enfin, Mais il reste une seule, reste une seule, la plus belle, qui ne pourront jamais éteindre, la liberté. oui, c'est ça, Ça la répond. liberté, et donc qui se traduit par l'expression écrite. Et aujourd'hui, les Algériens qui sont dans les rues d'Alger, les autres villes algériennes se battent pour cela, pour cette liberté. Les mettre, les prendre. Ce qui serait bien, c'est qu'un jour, on les met tous sur un bateau, avec leurs milliards et tout, pas de problème. Personne ne cherche leurs milliards, leurs comptes en banque, aux Bahamas ou je ne sais pas où, ils veulent. Qui partent, on les met dans un bateau. Et on les sort de la Méditerranée quand même. On va jusqu'au bout. Moi, je vais vous dire, j'ai Gibraltar, on sort de la Méditerranée. J'ai été frappé, je ne suis allé en Algérie qu'une fois. Bon, j'ai été invité pour donner une conférence, et j'ai été frappé par deux faits vraiment très marquants. Premièrement, la corruption, que j'ai perçue très très vite, parce que j'ai vu le gars qui m'invitait, qui avait une valise dans sa voiture avec son chauffeur, avec des billets dedans, et qui distribuait. C'était bon, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, moi, personnellement. Et puis, deuxièmement, en effet, la jeunesse extraordinaire de ce peuple, et cette envie de vivre autre chose, parce que j'ai été abordé par plusieurs jeunes personnes. Je me souviens d'une jeune vétérinaire qui voulait quitter ce pays parce qu'elle étouffait, travaillait chez Renault à un poste subalterne alors qu'elle était diplômée vétérinaire. Et ça m'avait frappé, cette jeunesse et cet enthousiasme, cette envie d'apprendre et de vivre différemment. Ça a été vraiment les deux points. Claire, tu as travaillé aussi, tu es allé faire une mission dans ce pays et tu as eu les mêmes perceptions. Et donc je pense que, de nouveau, la littérature est un moyen et ça me... Je ne sais pas à quelle date vous êtes parti. Ouais, c'était il y a plus de 10 ans. Ben moi, je vous dis, j'étais avec Jean Rouault et Hubert Haddad, que j'avais invité à Alger, il y a 3-4 ans, en 2018, comme ça, et puis on se balade dans Alger, on va partout, à Oran, à Petit Paza, tout ça. Vraiment, puis bien sûr, on a mangé du poisson, bu du vin, c'est extraordinaire. Et on a pensé à Camus, tout ça. Bien. Et l'impression de ce séjour, je lui ai demandé, ce sont mes amis, des proches, comme ça, il y a Jean et Hubert, il dit alors, Hubert me dit, c'est un pays extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'ils sont bloqués, les Algériens? Cette chape qui est sur nous, ça se sent. Dans l'air, ça se sent. Dans l'air, ça se sent qu'ils sont bloqués, qu'ils sont, comment dire, immobilisés comme ça. Et Jean Rouault m'a dit, mais ils ont tout. Il suffit juste de faire sauter le boucher. Et bien, le boucher ne le sort pas encore. Et avec beaucoup d'envie de parler et d'échanger avec les... Mais bien évidemment, mais Une énorme faim. voilà. Ils ont toujours faim. Parmi les rares rencontres qu'on peut organiser à la Maison des Écritures pour pouvoir discuter avec Yahya, j'ai oublié de vous préciser que le jeudi 11 à 14h30 jusqu'à l'heure du couvre-feu, Yahya sera à la librairie, une nouvelle librairie qui ouvre dans un territoire de reconquête, à Saint-Pierre-des-Corps. C'est une librairie qui s'appelle L'Oiseau Vigie. L'Oiseau Vigie, quel beau nom. Donc il y a une amie folle qui a décidé d'ouvrir une librairie, elle s'appelle Fabienne Yvain, et elle invite Yahya. Il sera alors dans la librairie, qui commence à se remplir de livres, parce qu'elle a ouvert aujourd'hui. Il sera là, prêt à vous rencontrer, à discuter avec vous. Il peut y avoir, il m'a dit, 7 personnes en même temps dans la librairie. Ouais, il faut qu'on soit. Voilà. Et donc c'est en face du centre médico-social, dans les arcades, à Saint-Pierre. C'est quel jour? C'est jeudi 11, 14h30. Avant ça, alors il était prévu aussi, mais celle-là on ne peut pas la faire, sauf peut-être en vidéo. Il se trouve que Yahya a écrit aussi un livre sur la retirada en Oranie, et il devait rencontrer les gens de la retirada 37 au château du Plessis, parce que José Manuel Cano Lopez travaille sur un spectacle qui parle des réfugiés républicains espagnols en France, mais dans ton livre, tu racontes un autre itinéraire de ceux qui sont
réfugiés. Il m'a avoué qu'il ne savait pas qu'il y avait Oui, oui, moi en plus, je ne savais Républicains pas. avant. Ouais. Ils étaient 8 à 10 000. Oui. C'est quand même énorme. Ah oui. Ouais, c'est Ouais, important. c'est pas surprenant. Ouais. C'est non, on sait pas. Non, Moi, mais c'est logique, hein, complètement logique. oui, absolument. Avec Et puis l'Espagne avec Oran, le héros, c'est pas cool, hein, c'est pas cool le personnage. On le retrouve ici. 12 tous les juifs qui voilà. Absolument. C'est Déjà. Ma grand-mère. Oui. On peut continuer de discuter, mais on va couper l'enregistrement, si vous voulez bien. Ouais, mais non, Mais si vous avez encore des questions, Enfin, on a parlé d'Algérie. allez-y, faites-le, faites dédicacer votre livre si vous suis voulez, désolé. achetez-le. Non, c'est pas avec vous. Mais voilà. Non, mais non, c'est normal. Non, Voilà.